Je suis Cédric Héroux. On est où là? On est dans la vallée de la Roya. C'est une vallée qui est franco-italienne. Ouais, qui est franco-italienne, mais on est du côté français. On est sous les oliviers, on entend les oiseaux qui chantent. Je ne sais pas si vous l'entendez. Et là, il y a un petit brin d'air parce qu'il y a le soleil qui arrive. Et donc là, on est en veste, on a froid, on est dehors. Parce qu'ici, on vit dehors. Et on attend le soleil avec impatience. Vous écoutez Questions et réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Cédric Héroux est un agriculteur installé dans la vallée de la Roya, aux confins de la France et de l'Italie. Son domaine planté d'oliviers est également connu pour une autre culture, celle de l'humanité. C'est là en effet que Cédric Héroux accueille des migrants et d'autres oubliés pour les sauver du froid et de la solitude. Un engagement qu'il oppose régulièrement aux autorités devant les tribunaux. Dans cet entretien, le cofondateur de la communauté Emmaüs Roya revient sur l'origine de son combat et confirme qu'il continuera d'aider qui bon lui semble, avec ou sans papier, parce qu'il aime la vie et la respecte. Comment je suis devenu Cédric Héroux? Après, Cédric Héroux, c'est un personnage un peu schizophrène parce ça me fait penser un peu à Gainsbourg. Là, il y a le Gainsbourg et Gainsbar, quoi. Et moi, c'est un peu pareil. Et il y a le Cédric Héroux médiatique où je porte la voix des sans-voix et de réseaux associatifs militants. Et aussi, je suis Cédric Héroux de tous les jours, de mauvaise humeur avant mon café. Voilà quoi. Et après, c'est comment arriver à concilier le Cédric que je suis depuis ma naissance et celui qui défend les autres, quoi. Mais des fois, il faut s'asseoir sur certaines choses et on est porte-parole, donc on est responsable aussi de la parole d'autres et j'essaye de concilier les deux, quoi. Et sinon, qui je suis? Je suis fils de parents qui m'ont aimé, qui ont aimé leur famille, leurs enfants, ma mère assistante maternelle qui a gardé les enfants d'autres gens. Ma mère qui m'a appris au partage, forcément quand on accueille d'autres enfants on apprend le partage, et mon père qui était représentant de produits d'entretien dans des collectivités, donc famille modeste, côté de ma mère aussi, des gens, une grand-mère qui était allemande, qui on ne sait pas trop en fait son histoire, elle a été libérée par les Américains. Et en fait, elle était en procès contre les nazis, enfin, c'est plutôt les nazis qui étaient contre elle. Et elle était en bande organisée pour du terrorisme contre le nazisme et du passage de frontières. Et ça, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai été assez surpris que ma grand-mère et moi avons été poursuivis pour de l'aide au passage de frontières. Et aussi, côté de ma mère, il y a aussi de l'exil depuis l'Italie, de la migration économique. Et côté de mon père, c'est pas mal de militaires, des Bretons. Et donc voilà, c'est un mélange de militaires, de résistants et de migrants économiques, quoi. Et je suis arrivé dans la vallée de la Roya un peu par hasard, parce que mon frère y était, a connu sa compagne. Et je suis venu là au départ les week-ends et j'ai rencontré une vie alternative, un autre modèle de vie qui me faisait écho à mes rêves de gosse, quoi. Mes rêves de cabane dans les arbres, mes rêves de vivre ailleurs, de vivre à côté, de vivre voilà, dans un petit îlot, quoi. Et là où on est maintenant, c'est mon petit îlot que j'ai construit. C'est quelque chose que j'ai acheté en 2002. C'est une vieille campagne abandonnée depuis avant-guerre, et j'ai tout retaillé, tous les oliviers, etc. Et je l'ai un peu façonné à ma façon. J'ai mis un peu les énergies, j'avais envie d'y mettre dedans, et c'est un peu mon monde à moi, quoi. Et en 2016, c'est le vrai monde, le grand monde, le monde avec un grand M qui est venu m'envahir. Et donc j'ai été confronté à la migration, j'ai été confronté à des décisions de Paris qui nous ont dit vous n'allez pas accueillir, vous n'allez pas aider, vous n'allez pas... Et c'est un peu comment dire, le côté un peu complexe de sur quoi je me suis retrouvé en face, et c'est en face moi qui voulais m'échapper un peu du monde, qui voulais recréer mon petit monde confortable, un peu égoïste, complètement égoïste, même pas un peu, mais complètement égoïste, et me retrouver en face d'une réalité
qu'est la migration, une réalité qui est la froideur d'un État, une réalité qui est d'une politique qui n'est absolument pas pragmatique sur la gestion de la migration. Et je me suis retrouvé là-dedans, quoi. La première fois, le premier sentiment que j'ai eu, c'est la honte de ma lâcheté, en fait. Je pense que c'est un peu comme tout le monde, quoi. On a tous des grands discours, on a tous, des grands idéaux, etc. Et puis quand on se retrouve en face d'eux, on ferme sa gueule comme tout le monde, quoi. Tu vois, tout le monde parle d'écologie, d'environnement, ou de social, ou de main tendue, ou de valeurs chrétiennes. Alors, on entend beaucoup ça aussi, même à droite, pas qu'à gauche, quoi. C'est ces valeurs un peu humanistes, etc. Mais quand on doit nous tendre la main, etc., c'est pas si évident. Et donc on est dans la vallée de la Roya, à côté de Menton, donc à la frontière, et je me suis retrouvé confronté, comme beaucoup de gens, à un rassemblement de mecs, des Noirs venus d'Afrique, et je me suis retrouvé troublé par ces Noirs, quoi. Alors que ça m'a mis un peu dans tous mes états, parce que moi je suis né dans un quartier populaire, donc habitué à une mixité, habitué à être au milieu de Noirs, d'Arabes, un peu ce mélange que sont les banlieues, quoi. Et je me suis retrouvé à tourner le regard et à être lâche en face de ces gens-là, quoi. Et c'était pas ça en devenait une forme de racisme. C'est parce que tu te dis, forcément il est noir, forcément il est en migration, et forcément si on l'aide, elle va être emmerdée. Et puis cette question, c'est mais qu'est-ce qu'ils font là, à quoi bon, quoi, à quoi bon partir de chez soi pour se retrouver entassé là à la frontière, à dormir dehors. Et j'ai mis du temps avant de m'engager. Le déclic, ça a été plus peut-être un peu les mots de ma mère, mots M-O-T, quoi, qu'elle m'a inculqué petit, sur le partage, sur l'obligation de l'adulte à aider l'enfant, etc. Et là, tu te retrouves en tant qu'adulte et tu as ces mots qui résonnent en toi, et tu dis, là, les gamins, là, je peux pas, quoi. Je peux pas fermer les yeux, et ça m'a fait presque du bien, oui, c'est pas presque, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de m'engager dans cette dynamique politique. Je pense que ça a été politique parce que c'était réfléchi avec des considérations d'ordre de morale, et pas que morale, quoi. Je crois que c'est vraiment une action politique que j'ai menée, quoi, beaucoup plus qu'humanitaire. Parce que j'avais pas envie. Je pense que c'est un peu la grande différence entre l'humanitaire et le politique, c'est qu'on se diffère de l'humanitaire, c'est qu'au fond de nous-mêmes, on n'a pas vraiment envie que les choses changent. Et qu'on fait du politique, c'est qu'on n'a plus envie de faire cette action-là, et qu'on cherche des vraies solutions politiques pour arrêter justement l'humanitaire, pour qu'il n'y en ait plus besoin. Au début, je faisais ça tout seul dans mon coin en me cachant. Tu vois, mes parents n'étaient pas au courant, mon frère non plus, les amis non plus. Donc, je prenais mes familles comme ça dans la bagnole, je les emmenais, je les aidais, ou alors je les hébergeais 2-3 jours ici. Mais ça restait très discret. Et après, c'est devenu organisé quand je suis passé justement de l'humanitaire au politique, où j'ai réalisé ce que mon pays, la France, faisait à l'Italie. Parce que l'Italie, pour nous, c'est pas un pays étranger, c'est juste là à côté, quoi. C'est des gens avec qui qu'on voit tous les jours, avec qui on travaille, avec qui... voilà. Et je me suis dit, c'est pas possible de laisser des gosses prendre des risques à ce point-là, c'est pas possible de... Et là, voilà, on s'est organisé, quoi. C'est pour décrire ce qui se passe, qu'on a là où on est là maintenant, on est sur une terrasse en bois de Mélèze. Il y a 2 caravanes, derrière moi il y a une grosse cuisine qu'on a construite en bois. Derrière vous il y a 4 cabanes en bois qu'on a construites en 2018, et en dessous il y en a une plus grande pour des bénévoles. Et cet endroit en fait qui avait été abandonné, mon chez moi là, ce terrain là qui avait été abandonné avant-guerre, est devenu une espèce de micro, on dirait un village de vacances. On dirait un village de vacances. Et ça s'est construit avec des gens en migration, et des jeunes aussi
ça qui est intéressant ici, c'est que ça a apporté beaucoup aussi à des bénévoles, des jeunes gens qui ne savaient pas quoi faire de leur vie, où aller. Et ici, en fait, c'était un monde des possibles, en fait. Et on a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé, on a beaucoup joué. Parce moi, je suis un grand enfant et j'aime beaucoup jouer. Et on a beaucoup inventé aussi. Et ça a fait de bien à beaucoup de gens, et beaucoup plus aux bénévoles même qu'aux personnes en migration. C'est qu'il y a des jeunes qui se sont découverts et qui ont découvert des compétences que ces jeunes avaient en eux, quoi, et qu'ils n'arrivaient pas à trouver, qui n'arrivaient pas... Et ça a apporté à pas mal de choses à beaucoup de gens. Ouais. L'utopie, c'est marrant parce que j'en parlais de l'utopie il n'y a pas longtemps avec Michel Toesca, le réalisateur qui a fait le film Libre. Et l'utopie, je crois que ça veut dire sans terre, non? Je crois que c'est ça, les racines latines, c'est sans terre. Et l'utopie, peut-être, ouais, enfin, la migration, c'est peut-être un peu ça, c'est des gens sans terre qui se déplacent et qui vont rêver d'un monde meilleur. Et nous, on est là et on vit avec ce monde qui vient, qui va, qui vient, et on essaye d'inventer, ouais, de réinventer quelque chose avec ce qui nous entoure. C'est moi j'ai mon monde et il y a un autre monde qui vient se mélanger au mien, et comment on réinvente un monde ensemble, quoi. Après, ça fait très bobo peut-être de dire ça, quoi, vivre ensemble, etc. Mais il y a un moment, c'est qu'on a une obligation, quoi. Enfin, si on a envie de vivre, soit on se ferme, ou soit on s'ouvre, et soit on se libère, quoi. Mais tu sais, moi, ça m'a fait vachement de bien ce côté de la dépossession, quoi. Parce qu'ici, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus. Je suis pas très matérialiste à la base, mais un peu, quoi. Tu vois, j'ai ma petite bagnole, mon truc. Mais après, quand tu mélanges ton quotidien et ton chez-toi avec des dizaines, des centaines, des milliers de personnes, ça m'est arrivé de voir un gars partir avec mes chaussures, mon pantalon, et plus rien n'est à toi, en fait. Et au début, ça fait peur, parce que tu as peur de perdre les choses, mais une fois que tu n'as plus rien, ça libère complètement et tu te sens d'une richesse. Et c'est pour ça qu'on a gagné beaucoup de combats contre l'État, contre le préfet en particulier, contre différents politiques. On a gagné quand même pas mal de batailles. C'est qu'il y a cette dépossession où ces gens-là, ces mandataires, ce pouvoir exécutif-là ne comprend absolument pas notre dynamique et notre façon de faire, et cette liberté qu'est la dépossession, en fait. Et sur l'utopie, c'est ça, c'est réinventer, se permettre de réinventer et se permettre de risquer de perdre. Et ça, c'est important. Parce qu'on cherche toujours qu'on a des projets à construire, mais des fois, on a des projets pas qui emmènent forcément à la destruction, mais qui emmènent à la perte de certaines choses. En fait, cette espèce de libération, ça peut être aussi ça, la construction de projets. C'est se permettre de perdre ce qu'on a, et de savoir ce qui va venir et faire confiance en ce destin-là, quoi. Peut-être l'utopie, c'est ça, c'est de recréer une alternative avec des gens qui sont dépossédés aussi. Enfin, tu vois, ce qu'on a construit avec Emmaüs Roya, c'est venu petit à petit, quoi. Au début, c'était que des personnes en exil. Après, les personnes sont restées. Après, je me suis dit, il faut leur donner une activité, parce que les personnes tournent en rond, restent sur les smartphones, et les personnes deviennent folles, quoi. Et on a créé Emmaüs Roya, basé sur de l'agriculture. Et là, maintenant, on a des jeunes, des vieux, on a des enfants, on a deux gamins un de 2 mois, l'autre de 5 mois, une gamine de 2 ans, une gamine de 5 ans. On a Jean Benjamin, qui est un jeune Français, qui a 23 ans. Et tout ce mélange d'histoire, de singularité, c'est des personnes qui vivent ensemble. Et est-ce que ça, c'est pas une utopie? Parce que quand je parle à des personnalités politiques, qu'on voit la dynamique politique, enfin du discours politique actuel, c'est qu'on a l'impression, en fait, que les gens ne peuvent pas vivre ensemble. On a cette impression-là, en fait, que les politiques ne croient plus au vivre ensemble. Et ça devient une utopie de dire, nous, on a envie de réinventer des systèmes économiques alternatifs, on a envie de réinventer des systèmes d'accueil alternatifs, et je crois qu'on fait vivre une utopie, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire utopie?
On a l'impression que c'est pas accessible, que c'est pas. Mais je crois qu'il faut remettre de l'utopie et de la poésie dans la politique. Et c'est pour ça que je considère que ce que nous faisons ici, c'est de la politique. Bah, c'est sûr que le monde extérieur, il paraît tellement brutal, tellement désuet de sensibilité, et c'est sûr que c'est inquiétant, que ça fait peur, quoi. Et sur le manque de poésie, tu vois, rien que dans le discours politique, quoi. Quand t'écoutes les différents, en fait, ils font pas rêver du tout, ils font rêver personne, quoi. En fait, ils sont dans une dynamique de l'inquiétude. En fait, c'est rassemblé autour de l'inquiétude. Mais tu sais, en fait, ils me font penser à des bergers, en fait, tu vois. Et, tu sais, pour rassembler un troupeau de moutons, tu le rassembles autour de la peur. Hein. T'as le border collie qui aboie tout le monde, qui mord les pattes de tout le monde et qui rassemble autour de la peur. Et le mouton a peur de vivre seul, le mouton a peur de reconstruire un micro-troupeau parce qu'il est gouverné par la peur. Et dans la politique, c'est la même chose. C'est que ces gens qui ne font absolument plus rêver. On entend dire oui, regardez, la délinquance, elle a augmenté, regardez. Alors que quand on regarde les chiffres, en fait, c'est faux. Et il y a besoin, je crois que c'est primordial de faire vivre les gens, mais de faire vivre les gens, de faire rêver, pardon. J'ai fait un lapsus, de faire rêver les gens. Mais après, ça implique de l'investissement parce qu'on ne peut pas rêver les bras croisés, quoi. Et le rêve, on a l'impression que les gens rêveurs sont des gens qui restent là, sans bouger. En fait, quand on dit quelqu'un de rêveur, c'est quelqu'un qui est inactif, mais c'est pas vrai en fait. Quelqu'un de rêveur, c'est quelqu'un qui, parce que se permettre de rêver, c'est avoir de l'imagination, et avoir de l'imagination, forcément, ça implique à construire un imaginatif. On reste pas imaginatif en ne rien faisant. On alimente en fait l'imagination en ouvrant nos yeux au monde et en étant acteur du monde, quoi. On peut pas rêver si on n'a aucune matière pour rêver, quoi. Alors, depuis quand la politique ne fait plus rêver les gens je sais pas si elle a déjà fait rêver les gens. Je crois que c'est le peuple qui rêve et qui fait de la politique. C'est pas. Le problème, c'est que ça ne fera jamais rêver tant qu'on en fera un métier, une carrière, ou c'est pas possible, quoi. Et elle rêve quand elle vit. La politique, en fait, c'est la vie de la cité, c'est la vie de la population, c'est ça la politique, quoi. Et c'est pas juste des mandataires c'est pas l'action de mandataire, en fait, la politique. Pour moi, elle peut être rêvée quand c'est des gens qui se rassemblent. C'est ça, faire de la politique, en fait. C'est se rassembler dans un quartier, dans un village, dans une rue, même en famille, j'en sais pas, pour s'organiser ensemble et respecter les différences de chacun, quoi. Et je crois que c'est ça, de faire de la politique. C'est comme ça qu'on peut rêver d'une utopie, c'est comme ça qu'on peut... Et il y en a besoin, c'est qu'on nous écarte de tout ça. C'est qu'on nous... Souvent, j'entends dire, oui, mais qui on est pour faire changer les choses, ou ce truc où on s'auto-flagelle, quoi, et on s'auto-réduit. On pense qu'on n'est pas capable et on n'est pas compétent et qu'on est moins que rien pour faire évoluer les choses ou faire changer les choses, quoi. Moi, je suis convaincu du contraire. C'est qu'on a une richesse, enfin, moi, en tant que précaire, on a une richesse énorme, c'est qu'on n'a rien à perdre. C'est que la dépossession dont je parlais tout à l'heure, quoi. C'est quand t'as ça, mais t'es le plus riche du monde, en fait. Parce qu'en fait, les riches, ils attendent que ça, en fait. C'est de tout posséder, mais quand t'es dépossédé, ça veut dire que tu possèdes tout aussi. Enfin, c'est que t'as plus besoin de rien, en fait. Et t'es au même état qu'un richissime, quoi. Mais, tu sais, ces gens ont peur de nous. Moi, je l'ai vu avec les préfets, avec les élus, etc. C'est que les gens me craignent. Et quand je dis ça, peut-être qu'on peut se dire, ouais, Cédric Héroux, il se la pète, etc. Mais c'est une réalité. Les gens ont peur de nous, quoi. Parce que ce côté punk, ce côté rien à foutre, et ce côté où on en rit, où on en souffre un peu, mais pas trop, quoi. On y gagne plus que ce qu'on y perd, en tout cas. Ça leur fait peur, quoi. Parce que eux, ils sont tellement sur la sellette. Tu vois, un préfet, il peut se faire muter.
Même je sais pas, le directeur de Radio France, il peut dégager du jour au lendemain, quoi, s'il fait de la merde, quoi. Et puis il a des mandats de 3 ans, et puis après ça s'arrête. Et on n'est que sur des gens qui sont mandataires. Moi, j'ai aucun mandat de rien, en fait. Là, tu vois, les anciens commissaires, ils se sont fait muter, ils sont partis. Le préfet, il s'est fait dégager. Tous ils dégagent autour de moi, quoi. Et le dernier survivant, c'est moi, quoi. Et c'est sans prétention. C'est juste que c'est juste que c'est une réalité. C'est que nous, précaires, on est là, on y reste, quoi. Et j'y reste. Et j'y resterai, parce que c'est ma vie, en fait. C'est pas un mandat. Enfin, oui, ou alors mon mandat, il fera toute ma vie, quoi. Mais c'est la richesse qu'on a, quoi, que non pas, quoi. Non, le confort en dehors, c'est pas que le confort, c'est pas forcément le bien-être, hein. C'est parce qu'on s'habitue à tout. Moi, je suis tout à fait conscient que c'est comme quand tu achètes une bagnole. Voilà, ça, tout le monde connaît. On achète une voiture, au début on est super content, on dit wow, ouais, qu'est-ce qu'elle freine bien, qu'est-ce qu'elle tourne bien, qu'est-ce qu'elle marche bien, et petit à petit on s'y habitue, et chaque matin on va rentrer dans sa bagnole sans... Et c'est pour ça qu'on n'est pas plus heureux, et j'en suis convaincu, mais vraiment, tant que la voiture marche, bien sûr, on est tous d'accord, mais on n'est pas plus heureux dans une, je sais pas, une Fiat Panda que dans une Porsche, quoi, et parce qu'on s'habitue aux choses. Et à tout confort, on s'y habitue. Au début, on est content. C'est pour ça qu'on est dans une ultra-consommation, une société ultra-consommatrice. C'est que le côté de la jouissance, il dure pas longtemps dans l'achat ou dans la consommation. Et je parle du confort en dehors. Ça peut être, c'est pas forcément que matériel. Ça peut être aussi un confort. Par exemple, je pense à Emmaüs Roya, qu'on a pu construire, etc. On a une ouverture beaucoup plus facile avec par exemple le préfet, ça va beaucoup mieux, on peut discuter, on nous écoute. Là maintenant on est écouté, même si c'est des réunions qui sont informelles, etc. On a et par exemple avec la mairie ça allait un peu mieux, et c'était un peu la discordance qu'il y avait, c'était pas dit, mais je la ressentais au sein de notre association, où c'était putain, mais Cédric, mais pourquoi tu clashes le maire comme ça sur les réseaux sociaux, et alors que tu vois, pour une fois qu'on a des bons rapports avec lui, et en fait ce que j'ai ressenti, c'est bon, faire un peu ta gueule, Cédric, parce que là on a acquis quelque chose, il faudrait peut-être pas tout sacrifier, quoi. Et c'est ça le confort en dehors. C'est pas forcément une grosse maison, etc. Aussi ça peut endormir, je pense que ça endort aussi, mais c'est ne pas perdre le côté punk, en fait, et ne pas perdre le côté contestataire, parce qu'on a été acheté. C'est une forme de corruption, en fait, le confort, en fait. C'est de rester... tu sais, quand il fait chaud chez soi, on va pas dehors au froid, quoi. Et on va beaucoup moins se confronter aux gens qui ont froid, quoi. Et c'est que... Enfin... Et souvent, je me pose cette question, c'est qu'est-ce que je suis en train de construire avec Emmaüs Roya, ce truc qui est là maintenant, on est parti de tentes Quechua, des cabanes, et maintenant on est sur un bâtiment de 500 mètres carrés, chauffé, nickel, parqué au sol, tout isolé, cuisine équipée, c'est le confort, hein. Et là, à quel point on est prêt qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour garder ça? Et c'est la question qu'il faut se poser, quoi. Et moi, je suis prêt à tout perdre tous les jours. Mais le problème, c'est que dans un bateau, après, on n'est pas seul. Et qu'est-ce qu'on risque dans la vie pour garder notre authenticité de pouvoir critiquer, ou de pouvoir dénoncer, ou de pouvoir... et de ne pas rester dans le silence parce qu'on veut privilégier un confort. Le confort, ça peut être aussi des relations... Après, les gens vont me dire, oui, mais c'est normal, Cédric, il faut rester diplomate, il faut rester dans des... Je peux l'entendre, mais j'ai pas envie d'en arriver à fermer ma gueule pour pas avoir peur de perdre une certaine relation. Et souvent, vous savez, le monde politique, c'est pas le monde de la famille, hein. Le monde de la famille, il y a besoin de comment dire, de protéger, en fait, il ne faut pas être brutal avec la famille. C'est-à-dire, il ne faut pas envoyer chez les gens. Mais en politique, il faut les envoyer. Enfin, c'est un système qui est complètement assez bizarre. Pour te dire, je raconte une anecdote qui date de quelques jours. Il y a le président Macron qui est venu dans la vallée de la Roya hier. Et en fait, j'ai eu un rendez-vous avec lui complètement informel. Et
fait, c'est l'idée qui m'est venue. Je me suis dit, tiens, je vais essayer d'appeler le cabinet de l'Élysée pour avoir un rendez-vous, etc. Et le président était d'accord. Donc, du coup, le président a fait un appel au préfet pour qu'on puisse se croiser. Donc, c'était informel, sans journaliste, etc. Et le préfet m'a appelé, m'a dit « Ah, monsieur Héroux et tout ». Alors qu'il n'y a pas longtemps, je l'ai clashé. On a fait un signalement contre lui au tribunal. On l'a déposé hier, tu vois, le même jour que la venue de Macron. Donc je suis en faille totale avec lui. Tu vois, j'ai revendiqué du passage aux frontières sur les réseaux sociaux. Il faut s'imaginer que je suis quand même très suivi surtout par la police, par le préfet sur ce que je vais dire dans les médias et ce que je dis sur les réseaux sociaux. Et je revendiquais du passage aux frontières, d'être allé chercher des gamines. Il y a une gamine avec qui on a réussi à faire pas mal de médiatisation pour dénoncer le fait que le préfet renvoyé en Italie. Il n'y a pas longtemps aussi, il a arrêté un compagnon d'Emmaüs Roya sans papier alors qu'il revenait à vélo, etc. En fait, on est quand même assez en fight avec le préfet. Et là, il m'appelle « Ah oui, monsieur Héroux, comment allez-vous Très bien. Ah là là, ça me fait plaisir de vous avoir au téléphone. Vous savez, je vous lis beaucoup en ce moment. » En fait, on est devenus les meilleurs copains du monde. Mais le truc, en fait, c'est que ça a un milieu... Vous ne pouvez pas vous imaginer le milieu que c'est. En fait, c'est un milieu tout pourri, quoi. Et en fait, c'est juste un milieu d'influence. C'est qu'est-ce que tu... En fait, tu n'es pas ami avec les gens parce que tu leur apportes du bien. Tu es ami avec les gens parce que tu peux leur apporter du mal. Et c'est la grande différence entre mon monde et leur monde. Et c'est pour ça que, tu vois, quand je disais le confort en dehors, c'est à quel point on a envie de garder des relations avec ces gens-là sous prétexte de garder un confort personnel, quoi. Et c'est ce qu'on nous fait croire, en fait. On nous fait croire qu'il faut être sage et docile pour être respecté, mais dans le monde politique, c'est tout à fait l'inverse, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, garder un côté punk avec ces gens, quoi. En fait, ça s'est fait assez bizarrement. C'est que donc moi, au début, je pensais que ça allait être une. Donc il y a le préfet qui m'appelle, qui me dit vous avez rendez-vous à 15h30 avec Monsieur le Président, tout ça. Et donc avec les rassemblements territoriaux, les RT, on se donne rendez-vous devant un bar et lui il nous lâche pas la grappe. On est un peu tenu en laisse j'étais avec Loïc, le président. Et l'après-midi se passe et t'as le chef des RT, donc les rassemblements territoriaux, qui vient nous voir. Il fait bon, en fait Macron il veut vous voir et du coup ça se fera dans un cadre un peu plus particulier, etc. Nanana. Et après, il y a le directeur du cabinet de préfet qui vient me voir dans le bar. Il me dit « Ah, monsieur Héroux, ce serait bien qu'on discute, qu'on travaille enfin ensemble, nanana, nanana. » Donc voilà, on est les super amis du monde maintenant. Et les flics nous prennent dans une voiture et on va voir Macron, donc hors caméra, mais après c'est un monde d'hypocrites. Macron il m'a vu, ah monsieur Héroux, je suis très content de vous voir, ce que vous faites c'est super, etc. Il y avait le préfet à côté de lui et moi je me suis permis de clasher le préfet bien. Et je veux dire, enfin, ce que j'essaie de dire à Macron, c'est qu'il y a un moment, quand on nous demande de respecter le droit à nous prolos, ce serait bien aussi que l'État et que lui-même respecte le droit sur qu'on soit d'accord ou pas en fait avec le droit, c'est qu'il se doit de le respecter, et même sur les personnes en migration. Il est resté assez silencieux là-dessus et je crois qu'il est, d'après ce que j'ai compris après cette petite discussion, c'est que c'est des gens en fait qui sont entourés de conseillers et qui sont pas forcément, Macron n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe sur son territoire et que toutes les analyses, c'est pas lui qui les fait en fait. Et c'est des gens tellement éloignés du terrain qu'ils n'ont plus du tout conscience de ce que vivent les gens tous les jours, quoi. Tu vois, sur la fermeture de frontières, je lui ai expliqué, c'est que je dis, ça marche pas. Et il rigole, il me dit, non, mais vous savez, j'ai les chiffres du préfet, il fait un très bon travail. Les gens, je dis, non, mais là, les chiffres du préfet, c'est des reconductions à la frontière. Je dis, mais est-ce que vous savez que les gens qui ont été reconduits en Italie ne sont pas passés après par la frontière? Ça ne servait à rien. Moi, je fais des distributions de nourriture toutes les semaines à 26 000 et je peux vous assurer que les gens repassent après, quoi. Et en fait, au lieu de lutter contre l'immigration clandestine, on se retrouve avec des clandestins qui se mettent dans la clandestinité pour être vus de la police. Et en fait, il n'y a pas de pragmatisme du tout dans votre gestion politique. C'est un peu le problème, quoi. Mais je crois que d'un autre côté, tu vois, ces mecs comme Macron, comme les préfets, etc., sont dans une envie de comprendre la politique comme nous, on la comprend. Et aussi en même temps une peur
des gens acteurs du terrain et ils ont peur de nous, parce qu'ils ont peur qu'on les remplace, quoi. Et je pense vraiment ils ont peur qu'il y ait des dynamiques, un changement radical dans la politique avec des gens du peuple qui se mettent au pouvoir, quoi. Tu as des gens comme après je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, voilà, mais genre des gens comme Ruffin, etc. Je pense que ça fait peur, quoi, parce qu'il y a un espèce de franc-parler, il y a une analyse populaire, quoi, et pas populiste, hein, populaire. Et ça leur fait peur, quoi. Mais jamais de compromis, ça n'existe pas, je pense pas. Enfin, il y a un moment, il faut mettre un curseur et se dire que le curseur qu'on va poser sera toujours mal posé, jamais au bon endroit. Il faut. Si j'ai pas la solution, après en vieillissant, forcément des compromis, on en fait de plus en plus, j'imagine. Mais je pense qu'il faut garder souvent on dit Cédric Héroux courageux et tout, mais c'est pas courageux, je suis un peu taré, quoi. Je suis un peu foufou, quoi. Et je crois que c'est ce côté-là, en fait. Et ce côté, je crois que c'est peut-être ça, en fait. C'est garder le curseur de la folie sur les compromis. Et il faut se permettre d'être dingue. Et parce que c'est au moment où on a les meilleures idées, quoi. Tu vois, moi, les stratégies que j'ai sur des... Je suis assez stratégique, quand même. Et je crois beaucoup... parce qu'il y a des choses qui marchent à des moments T et des choses qui ne marchent pas. Alors, je ne sais pas comment je vais faire peut-être être un peu mystique là-dessus, mais je crois qu'il y a des moments où les choses marchent et des moments où ça ne marche pas. Et du jour au lendemain, à l'heure, et des fois, je me lève le matin. Et c'est pour ça que les gens ont un peu de mal à me suivre. Maintenant, ça va mieux parce que dans l'association, on se connaît bien, on a travaillé longtemps ensemble. Et ils ont compris comment je fonctionne sur un côté un peu, on appelle ça impulsif, mais c'est pas impulsif, en fait. C'est qu'il y a des moments où je sais que c'est maintenant qu'il faut le faire. Et voilà, que c'est pas demain, que c'est là, en fait. Je crois en ce moment. Je crois que justement le curseur dont on parle sur le compromis, il n'est pas forcément au même endroit tous les jours ou aux mêmes heures ou aux mêmes saisons. Et c'est qu'il faut le laisser un peu. Et souvent, moi, je parle d'intelligence intuitive. En fait, nous, on nous a appris à l'école que l'intelligence, c'était genre des maths, ou tu vois, quand on fait les tests de QI, c'est des trucs de logique comme ça, construits. Mais pour moi, l'intelligence, c'est pas du tout ça. C'est de laisser le cerveau raisonner tout seul et avoir une idée, même si on ne sait pas l'expliquer, on a cette idée-là et on sait que c'est ça qu'il faut faire. En fait, comme un peintre, tu vois, ou un artiste, où il faut laisser faire notre cerveau travailler un peu comme il a envie. Et même souvent sous des stratégies juridiques sur les demandeurs d'asile ou les mineurs isolés, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de stratégies juridiques, politiques et médiatiques. C'est que au début, je voulais me renseigner, être un peu plus performant sur le côté pénal ou sur le côté droit des étrangers, etc. Et je me suis souvent interdit de lire des choses pour pas me polluer le cerveau et pour être garder ce regard d'enfant, en fait. Tu vois, c'est une espèce de regard neutre pour avoir une vision objective et non polluée. Et je crois qu'aussi, tu vois, le compromis, c'est ça aussi, en fait. Dans le confort, on dort, etc. Je crois que le savoir fait partie du confort aussi. Et de vouloir, des fois, s'alimenter de savoir, des fois, ça peut nous enlever et nous sortir de cette intelligence profonde dont je parle, là, cette intuition, ce côté intuitif, où tu inventes, où tu donnes un accès à justement l'utopie dont on parlait tout à l'heure, etc. Et je crois que l'utopie, ça ne sera pas jamais du calque sur ce qui existe ailleurs, ou c'est un ressenti, c'est de vivre les choses. C'est un peu la carpe diem, tu vois, parce qu'on pense que carpe diem, c'est en mode brûlons tout maintenant et on s'en fout de demain. C'est pas ça carpe diem, en fait. C'est de vivre le jour présent. C'est justement, c'est peut-être un peu bouddhiste alors, ça, le carpe diem, tu vois, ce côté d'ouvrir les yeux de ce qui se passe au moment présent et de vivre le jour présent, mais avec ce qu'on a autour de nous et avec les énergies qui nous entourent, quoi, tu vois. Et je crois que peut-être ça, le confort en dehors, c'est peut-être lié à ça aussi, sur le côté où ça nous enlève de cette intelligence intuitive et de l'intuition et de ce truc qu'il faut cultiver à tout prix, quoi.
Ouais, c'est devenu ce que je fais, ouais, c'est devenu un métier quand même. J'aimerais même prendre des vacances, tu vois, par exemple. Je suis obligé d'être malade pour m'arrêter de bosser, en fait, mais puis c'est vrai. Et ouais, on travaille beaucoup sur l'après. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Essayer, c'est compliqué. En fait, on est 3 personnes qui sont très motrices dans cette activité. Il y a Loïc, qui est président de l'asso, il y a Marion et moi. Et Marion et moi, on est tous les deux co-responsables de la communauté Emmaüs. Et on a des compétences très diverses, elle et moi, et qui sont très complémentaires justement. Et sans nous, c'est un peu compliqué à ce que ça tourne. Ça, c'est une réalité. Et on travaille beaucoup sur ça pour essayer d'apprendre à déléguer et de construire les choses sans qu'on soit là. Et là, clairement, on est encore un peu loin, parce que ça marche sans nous. Mais on travaille beaucoup à ça. Parce que tout est compliqué dans ce qu'on fait, parce que vu que tout est intuitif, tout est un peu dans l'urgence, après c'est vrai qu'on va vite aussi, hein, et donc du coup tout est... Enfin, même un agriculteur qui connaît un peu son métier qui viendrait là, parce qu'il ne faut pas être que agriculteur, quoi. Il faut être électricien, plombier, maçon, constructeur, avoir de la stratégie aussi politique, parce qu'on fait beaucoup de politique aussi, la stratégie de com, chercher l'argent, faire la com, c'est lié à l'argent aussi, comment on fait les appels à dons, de quoi on parle, comment on en parle, et ça, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Et c'est pas donné à tout le monde parce que parce que je me suis permis aussi de laisser avancer sur mon imaginaire et sur mon rêve, sur mon utopie, donc ça me ressemble beaucoup. Donc forcément on est tous différents, donc ça va pas. Donc si Emmaüs Roya est repris par d'autres gens, il faudrait que ça soit adapté aussi aux gens qui vont le reprendre. Et c'est accepter ça aussi, c'est que ce que tu as créé ne finisse par ne plus te ressembler aussi. Par exemple là, le nouveau lieu qu'on a acheté, tout ultra confort et tout, ça ne me ressemble absolument pas, quoi. Mais ça ressemble plus à un truc plus carré, plus accessible pour des futurs successeurs, quoi. Et je crois qu'il faut travailler ça, qu'on a des projets pour pas que tout se pète la gueule quand on part. Et après, ce que j'aimerais avec Emmaüs Roya, c'est de pouvoir garder un pied dedans, parce que c'est un peu mon bébé, j'en suis un peu fier, puis j'aime bien ça aussi. Mais de le faire, de me libérer du temps pour faire autre chose et faire plus ou développer d'autres projets, quoi. Et pour cela, il faut que donner la possibilité à d'autres gens de pouvoir gérer à ma place, à notre place, quoi. Moi, ce que j'aimerais, c'est avec toutes ces personnes qui sont éloignées du crédit ou de l'emploi, etc. Donc c'est les femmes, beaucoup, les personnes qui ont vécu la précarité, ou les longues durées de chômage, ou les personnes de plus de 45 ans, même 50 ans, qui n'auront plus jamais accès à l'emploi, enfin au moins un crédit pour monter un business, quoi. C'est qu'on voit dans le milieu rural, c'est qu'il y a beaucoup de commerces qui ferment ou qui ne sont pas repris, etc. Et je me disais de récupérer des commerces un peu comme ça, et de donner la possibilité aux gens d'acheter des parts dans une espèce de scope, tu vois, un peu grosse, et acheter des parts et se mettre à leur compte, quoi. Voilà. L'idée, c'est de racheter des petits commerces et de le proposer en gestion à des gens qui sont éloignés d'une possibilité de faire ça, quoi. Et on peut réinventer aussi des types de commerces. Ça m'a fait penser, ça, c'est des bouchers à Bray, j'en parle souvent de leur histoire, hein. C'est un couple de bouchers qui sont passionnés par leur métier, donc ils veulent prendre la retraite, ils ont fait ça toute leur vie. Et ils n'ont même pas réussi à vendre leur fonds de commerce, ils ont vendu à la fin à rien, quoi, genre 30 000 balles avec tout le matos dedans, et il n'y a personne qui en voulait, quoi. Alors que c'est une boucherie qui marche, et là à Bray, il n'y a plus de boucherie. Et tu te dis, putain, moi avec tous les gens qui sont à la maison, 30 000 balles, c'est pas grand chose non plus, tu vois. Et tu dis, bon, acheter une boucherie et mettre quelqu'un en place, ça pourrait être bien, quoi. Et voilà, c'est ces bouchers qui m'ont donné l'idée de monter ces projets-là. Mais bon, on n'y est pas encore, hein. C'est des idées vagues comme ça qui trottent.